Bonjour tout le monde. Alors, en ces temps de confinement, je vais essayer de vous faire quelques petites vidéos comme ça, comme celle-là, celle que je suis en train de faire. Des petites vidéos qui sont en plus du cours que je vous donne sur Pronote. Vous aurez toujours le cours complété, corrigé sur Pronote bien entendu. Mais ces petites vidéos-là sont là un petit peu pour vous aider à suivre plus facilement le cours. D'accord. Donc, c'est une vidéo, celle-là, celle que je fais en ce moment là, que vous deviez avoir mardi dernier. Le problème c'est que j'ai eu quelques petits soucis techniques au niveau de la caméra, etc. Donc vous ne l'avez que maintenant. Donc aujourd'hui du coup on va reprendre un petit peu ce qu'on avait fait mardi dernier, parce que je vous avais envoyé mardi dernier, et on continuera sur un petit exercice de calcul de force de poids. Voilà, d'accord. Donc alors, donc vous voyez à l'écran le début de la leçon qu'on avait faite en cours. Donc je vais revenir dessus, notamment avec la première définition, la définition d'une interaction. Donc une interaction, c'est une action mécanique qui est exercée par un objet sur un autre, et réciproquement. D'accord. C'est-à-dire que quand vous avez un objet A qui va agir sur un objet B, et bien au moment de cette action-là, vous avez l'objet B qui réagit sur l'objet A. D'accord. C'est une interaction, c'est-à-dire que c'est une action entre deux objets. On avait vu qu'il existait deux grandes familles d'interactions. Les interactions qui agissent par contact, où là les objets se touchent, ça peut être un choc, une poussée, en général c'est une force de pression, d'accord. Et les interactions qui agissent à distance, où là les objets ne se touchent pas, d'accord. Donc on avait donné les exemples de la gravitation, qu'on appelle aussi le poids. Je vous rappelle que gravitation et poids c'est la même chose, c'est deux noms différents pour désigner la même force. Vous avez la force magnétique et vous avez la force électrostatique. Voilà, vous avez montré quelques petites expériences en cours, si vous vous rappelez, sur ces forces-là. Donc voilà. Ensuite, on va passer rapidement à la première activité que je vous avais fait faire en cours. Je ne vais pas tout corriger, simplement je vais corriger 3 exemples. Le premier exemple, ça va être le ballon de foot projeté contre le visage d'un homme. D'accord, je vais vous remettre la vidéo. On fera aussi l'exemple du sèche-cheveux avec la balle de ping-pong, et puis le dernier, le plus compliqué, avec l'aimant, la bille et la table. Voilà, d'accord. Histoire de bien se rappeler comment est-ce qu'on fait un diagramme objet interaction, comment est-ce qu'on le dessine, et aussi comment est-ce qu'on dessine les forces directement sur sur l'image. D'accord. Je vous rappelle qu'une force, on la dessine comme un mouvement, c'est-à-dire avec une flèche. Voilà. Allez, donc première vidéo, c'est la vidéo du ballon de football qui est projeté contre le visage d'un homme. Donc là, c'est une interaction de contact, parce que on va avoir le ballon qui va toucher le visage, et inversement le visage qui touche le ballon. D'accord. Donc lorsqu'on regarde la vidéo au ralenti, donc là elle a été ralentie 40 fois. Donc on voit bien que, voilà, on voit bien, alors ça c'est un peu rapide quand même encore, mais on voit bien que le ballon se déforme et que le visage de l'homme aussi se déforme. Donc on a bien une interaction, le ballon agit sur le visage, et en retour le visage agit aussi sur le ballon. Donc là on le voit bien, le ballon qui va commencer à s'aplatir au niveau de la surface de contact entre le ballon lui-même et le visage. Oh, the shockwaves. Oh, your nose bone moved under your nose. Qui s'aplatit, qui se déforme, voilà, et qui est même projeté sur le côté. On a la création d'un mouvement ici, le mouvement du ballon. Oh, now the shock hurt your mouth like hung behind. La force appliquée sur le visage You look like someone else. générée Who's that? le mouvement du visage de l'homme vers la droite. Voilà. Et en même temps, on voit que le mouvement du ballon s'arrête en fait. I look like I'm asleep Il n'y there. a Am pas I de really mouvement peaceful? horizontal vers la it's droite class. de la part du ballon. Like the first part of my nose stayed there, but the rest of it moved. Crazy. Oh, it's class. Donc ça, I like c'était it a lot pour better slower. le visage du bonhomme avec le ballon. D'accord. Donc on va très rapidement dessiner ici le diagramme objet interaction. Je vous rappelle comment est-ce qu'on fait un diagramme objet interaction et à quoi ça sert. C'est tout simple en fait, ça sert à lister, à faire une sorte de bilan des forces qui s'appliquent sur un objet. D'accord. Donc par exemple ici, alors je vais peut-être modifier un petit peu ce qu'on arrive à voir ici ou pas. Je vais diminuer un petit peu le gain, enfin l'exposition, pour qu'on puisse mieux voir ce que j'écris. Donc alors, très rapidement, l'objet d'étude ici, ce qu'on étudie dans la scène ici, c'est le visage. C'est écrit ici, d'accord. L'objet d'étude, c'est le visage de l'homme. Donc ce qu'on fait en premier, je vous rappelle, on écrit d'abord l'objet d'étude, c'est-à-dire le visage. Voilà, ça c'est l'objet d'étude, d'accord.
Ensuite, on écrit autour de cet objet d'étude là les autres objets qui vont agir sur le visage. Donc on a bien entendu la tête, excusez-moi, le ballon. On a le ballon, d'accord. Le ballon, voilà. Mais il ne faut pas oublier le troisième corps qui va agir sur le visage, qui est la Terre, bien entendu, hein, via la gravité. Hein, vous savez que comme on est sur Terre, tous les objets qui nous entourent sont sur Terre. Donc tous les objets qui sont sur Terre, y compris nous, sommes soumis à la gravité, d'accord, au poids, donc à l'action de la Terre sur nous. Donc ne pas oublier la Terre. Ensuite, une fois qu'on a listé tous les objets qui agissent les uns sur les autres, il faut bien entendu les relier avec des doubles flèches. Hein, double flèche parce que c'est une interaction. Voilà. Ces doubles flèches peuvent être soit en trait plein, soit en pointillés. Je rappelle que les pointillés, ça représente les interactions, c'est écrit ici, à distance. D'accord? Je vais baisser un peu. Voilà. Les doubles flèches en trait pointillé, c'est interaction à distance. Alors que les doubles flèches en trait plein, pardon, ici ce sont les interactions de contact. D'accord? Donc, le visage et le ballon, on l'a très bien vu dans la vidéo, c'est une interaction de contact entre les deux. D'accord? Donc je fais une double flèche en trait plein. D'accord? Je peux même écrire à côté la force, le nom de la force qui agit entre ballon et visage. Comme les deux se touchent, c'est une force de pression. D'accord? Donc je peux écrire force de pression. Voilà, c'est un choc en fait. Hein. Force de pression. Ensuite, entre le visage et la Terre, c'est une force à distance. On a dit que c'était la gravité. Hein. La Terre n'a pas besoin de toucher les objets pour les attirer à eux. Hein. Quand je laisse tomber ce stylo-là, par exemple, il tombe vers la Terre, vers le centre de la Terre, à la verticale. D'accord? Mince. Voilà. Mais la Terre n'a pas besoin de le toucher. D'accord? Elle n'a pas besoin de le toucher pour l'attirer. Donc ici, on fait une double flèche en trait pointillé. Voilà. Ça, c'est pour l'interaction à distance entre la Terre et le visage. Okay? Et enfin, entre le ballon et la Terre, c'est la même chose. Il y a toujours la gravité, le poids, c'est la même chose, hein, d'accord. Donc en double flèche, pardon, en trait pointillé. Donc on peut écrire les forces. Ici, c'est force gravité, qu'on appelle aussi le poids. Et là aussi, force de gravité. On appelle le poids. Voilà, et là on a fait notre premier diagramme objet interaction. Okay, donc ensuite il faut dessiner les forces qui agissent directement sur le visage. Donc si on reprend ici notre diagramme, on voit que sur le visage, il y a deux forces qui agissent. C'est la gravité exercée par la Terre et c'est la force de pression exercée par le ballon. D'accord? Donc on peut dessiner directement sur le schéma d'abord la force de gravité exercée par la Terre en rouge, je vais le faire en rouge, et puis la force de pression sur le ballon, je la ferai en bleu. Donc, je vous rappelle que la force de gravité, le poids, il s'applique au centre de gravité de l'objet. D'accord? Donc nous, et en général pour un objet symétrique qui a une masse, une répartition de sa masse uniforme, on va dire, le centre de gravité des objets, c'est le centre géométrique de ces objets-là. Donc pour dessiner la flèche qui représente le poids de la tête, je vais commencer le point d'application de cette force-là, c'est-à-dire l'endroit où je vais commencer à dessiner la flèche, c'est le centre de l'objet. Donc ici, c'est à peu près au niveau du centre du visage, donc je vais le faire à peu près au niveau du nez. D'accord? Donc c'est de là d'où va partir cette flèche, qui représente la gravité, qui représente le poids du visage. Okay? Ce poids, bien entendu, il va vers le bas. Hein? La Terre attire les objets vers le bas. Donc on va dessiner une flèche verticale vers le bas. Voilà, alors on voit pas très bien, je vais peut-être augmenter la luminosité pour qu'on puisse voir mieux le résultat. Ouais, je sais pas si on voit mieux. Bon, c'est pas très grave. De toute façon, vous aurez la correction, je vais vous la montrer après directement sur le PDF. Donc là, on a la force de gravité, donc ça c'est le poids, d'accord? Et bien entendu, on a aussi la force de contact, la force de pression entre le ballon et le visage. Donc la force exercée par le ballon sur le visage, qui est ici dans le diagramme, hein, c'est cette partie-là, force de pression qui est exercée sur le visage. Donc, je vous l'avais déjà dit en cours, comme la surface
qui rentre en contact, du ballon qui rentre en contact avec le visage de l'homme est c'est une surface, hein. On devrait normalement dessiner plein de petites flèches aux endroits où les deux objets se touchent. D'accord. Et c'est compliqué à dessiner toutes ces petites flèches là, et ça prend de la place et c'est pas très visuel. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va faire une seule flèche qui va partir du centre de cette surface là, de cette surface de contact entre le ballon et la tête. D'accord. Donc on va faire partir la flèche du centre, c'est-à-dire à peu près ici. Voilà. Et bien entendu, cette flèche, on la fait partir du point de contact. Hein, d'accord. On ne fait pas partir la flèche du ballon, du centre du ballon, mais bien du centre de la surface de contact. Parce que c'est une force de contact. Hein. Je vous rappelle, ici, on a fait une double flèche en très plein. D'accord. Et bien entendu, cette force-là, elle est dirigée vers la droite. Le ballon, il est projeté de la gauche vers la droite, dans ce sens-là. Donc forcément, au moment du contact, la force va être exercée vers la droite. Voilà. Je vais peut-être zoomer un peu. Voilà, donc petit rappel, on a le poids du visage ici, et on a la force de pression du ballon contre le visage ici, d'accord, avec le diagramme objet interaction en dessous. Voilà. Voilà pour le premier rappel sur le dessin des diagrammes objet interaction et le dessin des forces aussi. On va passer au deuxième exemple rapidement. Le deuxième exemple c'était, alors le deuxième exemple c'est pas le deuxième exemple qu'on a vu en cours, mais c'est le deuxième exemple que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors on va faire le sèche-cheveux avec la balle, d'accord. Sèche-cheveux avec la balle, je vais vous remontrer rapidement la petite vidéo. C'est parti. Ah, tiens, pourquoi est-ce qu'elle est comme ça? Bon, c'est pas très grave, vous l'avez pas en grand écran, mais bon, c'est pas très grave. Donc, on a l'autre sèche-cheveux avec notre balle de ping-pong, vous vous rappelez, le sèche-cheveux, on voit ici qu'il souffle de l'air, un flux d'air qu'on arrive à voir ici. Et ce flux d'air va rentrer en contact avec la balle et va donc la faire léviter, si on peut dire ça comme ça. C'est pas vraiment de la lévitation, hein, parce qu'on a une force de contact ici entre le flux d'air, bien entendu, et la balle. Hein, c'est pas le sèche-cheveux qui touche la balle ici, c'est bien le flux d'air envoyé par le sèche-cheveux qui va toucher la balle. Et vous voyez que le flux d'air il est dévié aussi. Hein. Le flux d'air il est dévié, alors je sais pas si on va arriver à le voir, non on verra pas. Le flux d'air est dévié sous la balle, vous voyez qu'il n'est pas tout à fait droit. Donc on a toujours bien une interaction. Voilà. Donc si je reprends ici le diagramme objet interaction, on a bien entendu, je vais le faire rapidement, l'objet d'étude c'est la balle. Voilà. Et les objets qui agissent dessus, on a le flux d'air. Attention à ne pas mettre le sèche-cheveux, hein, c'est bien le flux d'air qui agit sur la balle. Et on a toujours la terre, d'accord, parce que la balle est toujours attirée vers le bas par la gravité, hein, par son poids. Donc terre, voilà. Voilà. Donc ensuite, les interactions qui entre la balle et le flux d'air, on a dit que c'était contact. Hein, c'est bien le flux d'air qui rentre en contact avec la balle. Donc on a une double flèche en très plein, d'accord. Et ça c'est une force de contact, donc force de pression. Force de pression. Voilà. Entre la balle et la terre, on l'a dit, c'est la gravité ou le poids. Donc ici c'est une... Ben voilà, je me suis trompé. C'est pas du tout une flèche en très plein, c'est une double flèche pardon, en très pointillé. Hein, c'est une interaction à distance. Donc là on a le poids. D'accord. Et ici pareil, entre le flux d'air et la terre, on a une interaction à distance, qui est aussi le poids de l'air. Voilà. D'accord. Donc ça c'est notre diagramme objet interaction. Ensuite, pour dessiner rapidement les forces sur la balle ici, je vous rappelle
la gravité, on part du centre de gravité de l'objet. Ici, c'est une balle, donc le centre de gravité, c'est le centre géométrique, c'est-à-dire le centre de la balle. Et la gravité, ou le poids, c'est la même chose, je le rappelle encore une fois, c'est orienté verticalement et vers le bas. Voilà, tandis que la force de pression exercée par le flux d'air sur la balle, c'est une force de contact, donc c'est au niveau de la surface de contact entre la balle et le flux d'air. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la faire partir, cette flèche-là, au niveau du centre de la surface de contact entre le flux d'air et la balle. Et bien entendu, le flux d'air pousse la balle vers le haut, donc elle exerce une force de contact vers le haut. Voilà, c'est une force de pression, d'accord? Alors si vous regardez bien, alors je zoome encore. Si vous regardez bien, la flèche qui correspond à la force de pression de l'air sur la balle a la même longueur, 2,5 cm, que la flèche représentant le poids de la balle. Hein. Ces deux flèches sont opposées, sont dirigées selon la même droite, c'est-à-dire que toutes ces deux flèches-là sont verticales, et par contre elles ont un sens opposé. Le poids, il est dirigé vers le bas, et la force de pression, elle est dirigée vers le haut. D'accord ? Et comme elles ont la même taille, alors elles s'annulent en fait. Hein, quand vous avez vu dans la vidéo, la balle, elle ne tombe pas et elle ne s'élève pas, elle reste à peu près au même endroit. Ça, c'est le signe que le poids de la balle, c'est-à-dire la force de gravité qui attire la balle vers le bas, a la même valeur que la force de l'air qui pousse la balle. Quand les deux forces sont égales, alors l'objet est en équilibre. D'accord ? Donc c'est ce qui se passe ici. C'est pour ça que les deux flèches, la rouge et la bleue, ont la même longueur. C'est pour bien montrer que ces deux flèches-là, ces deux forces-là, ont la même valeur. D'accord ? Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai suffisamment passé de temps là-dessus pour les petites révisions. Je vais simplement vous montrer la dernier exemple qu'on avait fait en cours. Alors, donc là, vous avez toutes les corrections ici avec le dessin des forces, le dessin des diagrammes, etc. pour chacun des exemples, hein, d'accord. On avait aussi le ballon et l'eau, etc. Et bien entendu, le dernier exemple ici avec l'aimant, la bille et la table, d'accord. On a donc une bille posée sur une table et un aimant sous la table qui attire la bille. On a donc la force magnétique de l'aimant sur la bille, en violet ici, d'accord, qui est attractive. La bille est attirée par l'aimant. On a la force de gravité, bien entendu, qui agit sur la bille, qui est vers le bas aussi. Et on a la force de pression de la table, de contact, qui commence ici au point de contact entre la bille et la table et qui est vers le haut, d'accord, hein, qui est dirigé verticalement vers le haut. Voilà. Si on fait la somme des longueurs des flèches, la jaune et la mauve sont égales à la rouge, parce que la bille est immobile, d'accord. Donc les forces se compensent. La jaune et la mauve, si je fais l'addition des deux, leur longueur est égale à celle de la rouge. Voilà, d'accord. Et vous avez aussi le diagramme objet-interaction de l'exemple en dessous. Voilà, d'accord. Donc les petites remarques ici, importantes à bien retenir. Une force peut être à l'origine d'un mouvement, c'est ce qu'on avait vu avec le ballon et le visage. Un objet peut être en équilibre immobile, c'est-à-dire immobile, oui voilà, lorsque les forces qui agissent sur lui sont égales et opposées. Exemple avec le ballon qui flotte sur l'eau. Donc rapidement je le reprends. On a ici le ballon qui flotte sur l'eau. S'il est immobile, c'est parce que la gravité, donc le poids qui agit sur lui, est égal à la force de pression de l'eau qui agit aussi sur lui. Hein. D'accord ? La force de pression de l'eau le fait flotter, alors que la gravité, elle veut le faire couler. D'accord ? Donc quand vous avez le ballon qui est immobile ici, ça veut dire que la force qui le fait flotter est égale à la force qui veut le faire couler. C'est pour ça que les deux flèches, la rouge et la jaune, sont de la même longueur. D'accord ? Elles sont de la même longueur, mais dans le sens opposé. Voilà. Ensuite,
Nous pouvons représenter une force grâce à un segment fléché. Celui-ci renseigne sur le point d'application de la force, c'est-à-dire l'endroit où la force est appliquée. Dans le cas de la gravité, c'est le centre de gravité, et dans le cas d'une force de contact, c'est la surface de contact entre les deux objets. Nous renseigne aussi sur la direction selon laquelle la force est appliquée, donc direction verticale, horizontale ou oblique. Le sens de la force, si la force va de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite, du bas vers le haut, du haut vers le bas, et avant-arrière ou arrière-avant, d'accord. On peut avoir bien entendu une combinaison de tous ces sens-là, hein, d'accord. Comme dans le mouvement, vous vous rappelez de la leçon sur le mouvement, c'est la même chose en fait. Hein. Et l'intensité de la force va être représentée, par la longueur du segment. Hein. Plus le segment fléché, plus la flèche est grande, et plus la force qu'elle représente est grande. C'est logique. Et enfin, l'unité de la force est le newton noté F, et une force se note grand F avec une petite flèche dessus. Ah oui, alors je l'ai pas faite, j'ai pas fait le grand F avec la flèche dessus sur les interactions ici, mais normalement il devrait y avoir une petite flèche au-dessus de chaque F, d'accord, comme ce qu'on avait noté dans la leçon. Voilà. Ensuite, du coup, on continue avec le poids. Donc ça, c'est ce que vous avez eu mardi dernier sur Pronotes. Donc le poids, c'est une force qui agit à distance, on l'a déjà dit. Je rappelle que le poids, c'est la même chose que la gravité, d'accord. Donc le poids d'un objet, définition d'abord, le poids d'un objet est la force de gravité exercée par un astre, donc ça peut être par une planète, par une lune, par un astéroïde, sur cet objet posé à sa surface. Il s'exprime en newton, d'accord, newton grand N. La masse d'un objet nous renseigne sur la quantité de matière dont cet objet est composé. Il s'exprime en kilogrammes. Elle s'exprime, pardon, là j'ai dû faire une faute. La masse s'exprime en kilogrammes. Plus un objet est constitué de matière, c'est-à-dire plus il contient d'atomes, et plus sa masse est grande. D'accord? C'est pas très compliqué à imaginer ça. Plus un objet est gros, plus un objet est massif, et plus il est constitué de matière. D'accord? Et enfin, le poids d'un objet est proportionnel à la masse de cet objet. On peut calculer le poids d'un objet grâce à la formule P est égal à M fois G. D'accord, donc P c'est le poids, M c'est la masse de l'objet, et petit g c'est ce qu'on appelle l'intensité de la pesanteur. C'est pas du tout des grammes, attention, hein. Petit g ici ça veut pas dire gramme, petit g ça veut dire gravité en fait. D'accord, le petit g ça veut dire l'intensité de la gravité sur la planète, sur laquelle on se trouve. Par exemple, la Terre a une certaine gravité qui n'est pas la même que la gravité qui est sur la Lune, ou qui est sur Mars, ou Vénus, ou etc. D'accord. Selon la planète où on se trouve, la gravité n'est pas la même. Et le petit g ici représente justement la gravité de la planète sur laquelle on se trouve. Donc le poids d'un objet va dépendre de la planète sur laquelle on se trouve en fait, hein, d'accord, et dépend aussi de la masse de cet objet. Plus un objet est massif, plus il contient de matière, plus il est constitué de matière, et plus il va être attiré par la planète. Donc plus son poids sera grand, d'accord. Et donc petit g est appelé intensité de la pesanteur et représente la capacité d'attraction d'un astre. Ça on vient de le dire. Petit g, je rappelle, ça ne veut pas dire gramme, ça veut dire gravité ou intensité de la pesanteur. D'accord? Voilà. Donc le petit exercice que vous deviez faire, c'était celui-là. Donc répondre aux deux questions qui étaient ci-dessous. Donc petit 1, à l'aide des différentes informations qui sont données sur l'image ci-dessous, calculer le poids du bonhomme sur Terre, puis sur la Lune. D'accord? Donc si je dézoome un petit peu. Hop, voilà. On voit qu'il y a un bonhomme ici qui est sur Terre et un autre bonhomme ici qui est sur la Lune. D'accord? On l'a dit tout à l'heure, la Terre et la Lune n'ont pas la même gravité, donc leur poids sera différent sur Terre et sur la Lune. Par contre, ils sont tous les deux constitués, c'est le même bonhomme, donc forcément ils sont tous les deux constitués de la même matière. Ils ont le même nombre d'atomes qui les constituent, donc ils vont avoir la même masse, les mêmes kilogrammes. D'accord? Quelqu'un qui pèse 80 kg sur Terre aura la même masse sur la Lune. Il pèsera aussi 80 kg sur la Lune. D'accord? Par contre, il n'aura pas le même poids, parce que ce n'est pas la même gravité. Et enfin, deuxième question, représenter le poids du bonhomme sur Terre et sur la Lune à l'aide d'une flèche en respectant l'échelle ci-dessous. Alors l'échelle, elle est écrite ici, 1 cm pour 200 newtons. Hein, ça veut dire que si le poids du bonhomme est de 200 newtons, alors il faudra représenter ce poids-là en faisant une flèche de 1 cm. D'accord? C'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure ici en dessinant les flèches sur les exemples. Voilà, si je reprends l'exemple du sèche-cheveux, en fait c'est ça qu'il faut faire, sauf que cette fois-ci, il faut respecter l'échelle pour dessiner des flèches avec une longueur particulière. Là on a dessiné des flèches avec des longueurs arbitraires au hasard. Bien entendu, lorsqu'il y a équilibre, la longueur des flèches doit être la même,
mais on peut dessiner des flèches de 10 cm ou des flèches de 5 cm, c'était pas très important dans cet exercice-là. Dans l'exercice qu'on va corriger maintenant, c'est important, il faut respecter l'échelle qui est donnée ici. Voilà, d'accord? Allez, du coup, on va corriger tout de suite. Je vais prendre une feuille blanche et puis je corrige avec vous. Allez, donc on se retrouve pour la correction de l'exercice. J'ai pris ma feuille et donc on va commencer à répondre à la première question. Donc première question, à l'aide des différentes informations qui sont données sur l'image ci-dessous, calculer le poids du bonhomme sur Terre, puis sur la Lune. D'accord? Donc les informations qu'on nous donne sont assez simples. Si on regarde ici les petits schémas, je vais dézoomer un peu pour qu'on voit toutes les informations en même temps. Voilà. Donc sur Terre, on voit que le petit bonhomme ici a une masse de 81 kg. D'accord? Et que la gravité sur Terre est égale à 9,8 newtons par kilogramme. Ça veut dire que si on prend 1 kg de matière, alors ce kilogramme de matière va être attiré avec une force de 9,8 newtons. C'est ça ce que ça veut dire, 9,8 newtons par kilogramme. D'accord? Donc pour calculer le poids du petit bonhomme ici sur Terre, il faut utiliser la formule qu'on a vue tout à l'heure. Le poids P, ici, est égal à la masse multipliée par le petit g de la gravité. D'accord? Donc, on va le faire tout de suite. Hop, je me mets la caméra. Voilà. Oula, c'est un peu trop lumineux. Je vais baisser la luminosité. Voilà. Alors, donc, correction. Alors, première question. Donc, on calcule le poids. Donc ça commence bien, déjà je commence à faire des fautes. On calcule le poids du bonhomme sur Terre en utilisant la formule de point P égale M fois G. Ça c'est le poids du bonhomme, d'accord? Poids du bonhomme. Donc en newton, je rappelle. Ça c'est la masse du bonhomme. La masse c'est en kilogrammes. Et ça, le petit g, c'est la gravité. Hein, ça c'est l'intensité de la gravité. Intensité de la gravité. Comme là on calcule le poids sur Terre, ça va être l'intensité de la gravité de la Terre. D'accord? De la Terre. Et ça c'est exprimé en newton par kilogramme. Voilà. Donc je remplace petit m et petit g parce qu'ils valent chacun. C'est-à-dire P est égal à M, on a vu ici sur les informations, M, c'est écrit là, est égal à 80 kg. Donc P égale à 80 kg multiplié par le petit g de la Terre, c'est écrit en dessous du dessin de la Terre, 9,8 newtons par kilogramme, multiplié par 9,8 newtons par kilogramme. D'accord? Donc P est égal à 80 fois 9,8. 80 fois 9,8, je le fais rapidement à la calculatrice, normalement c'est 784. 80 fois 9,8, c'est égal à voilà, 784 newtons. Attention à ne pas oublier l'unité, hein, 784 newtons. Ça c'est le poids du bonhomme sur la Terre. D'accord, on va noter la petite phrase de conclusion. Le poids du bonhomme sur Terre est de 784 newtons. D'accord? Maintenant on fait la même chose mais sur la Lune. D'accord? Donc on calcule le poids du bonhomme sur la Lune. De points. Toujours avec la même formule. P égale à la masse multiplié par petit g, mais cette fois-ci petit g c'est intensité de la gravité
ou intensité de la pesanteur, hein, c'est la même chose, densité de la gravité, mais cette fois-ci sur la Lune. Il n'y a que ça qui change, hein. Le bonhomme il fait toujours 80 kg, qu'il soit sur la Terre ou sur la Lune, c'est toujours 80 kg sa masse. Mais cette fois-ci, on a voyagé, on est allé sur la Lune. Donc la gravité, on ne prend plus celle de la Terre, on prend celle de la Lune. Donc le poids du bonhomme est égal à 9,8... excusez-moi, oh là là. 80 kg multiplié par le petit g de la Lune. Alors si je... Hop, si j'enlève ça, vous voyez bien ici que le petit g de la Lune, il est écrit juste en dessous du dessin de la Lune, il vaut 1,6 newton par kilogramme. D'accord? C'est écrit ici. G Lune est égal à 1,6 newton par kilogramme. D'accord? Donc on remplace par 1,6 newton par kilogramme. Voilà. Donc P égale, du coup, on fait le calcul, 80 fois 1,6 est égal à 128 newtons. 128 newtons. D'accord? Donc le poids du bonhomme sur la Lune voilà, le poids du bonhomme sur la Lune est 128 newtons. Donc vous voyez bien qu'il pèse beaucoup moins sur la Lune, 128 newtons, que sur la Terre, 784 newtons. D'accord? C'est logique parce que la gravité sur la Lune est beaucoup plus faible que la gravité sur Terre. D'accord? À peu près 6 fois plus faible sur la Lune que sur la Terre. Hein, si on fait le calcul, 9,8 qui est l'intensité de la gravité sur Terre, c'est à peu près 6 fois plus que 1,6 qui est l'intensité de la gravité sur la Lune. Donc c'est normal que le poids sur Terre soit plus grand que le poids sur la Lune. Voilà. Donc ça c'était pour la première question. Ensuite, deuxième question. Deuxième question, cette fois-ci on nous demande de dessiner. D'accord? De dessiner les... tout simplement la... Zut. Hop. Les forces, le poids, directement sur le dessin. Le poids du bonhomme sur Terre et le poids du bonhomme sur la Lune. Donc ça c'est pas très compliqué à faire non plus. Ah bah je suis bête. J'avais mis ma règle ici. Voilà. Alors, donc pour dessiner les flèches qui correspondent aux forces, c'est simple, on va utiliser l'échelle, d'accord? L'échelle qui nous dit ici que si le poids du bonhomme était égal à 200 newtons, ici c'est écrit là, si le poids du bonhomme était égal à 200 newtons, alors il faudrait dessiner une flèche de 1 cm. D'accord? La force qui représenterait le poids du bonhomme serait une flèche de 1 cm. D'accord? Sauf que là, nous, c'est pas du tout ce qu'on a. Hein. Nous, je vous rappelle ici, c'est pas là, le poids du bonhomme, il n'est pas égal à 200 newtons, il est égal à 784 newtons sur Terre et 128 newtons sur la Lune. D'accord? Donc là, il va falloir faire un petit produit en croix, un petit tableau de proportionnalité pour pouvoir convertir, pas vraiment convertir, mais pour pouvoir déterminer la longueur de la flèche dans le cas du bonhomme sur Terre et du bonhomme sur la Lune. D'accord? Allez, du coup, c'est parti. Donc, blablabla. Nous devons utiliser un tableau de proportionnalité, pour déterminer la longueur des flèches représentant le poids de l'homme sur Terre et sur la Lune. D'accord? Donc bien entendu, dans ce tableau de proportionnalité, on va utiliser l'échelle. Hein. On sait que 200 newtons est représenté par une flèche de 1 cm. D'accord?
Donc on fait le tableau de proportionnalité. On a le poids en newton. On a la longueur de la flèche. En centimètres. D'accord. C'est très très mal tracé. Bon, c'est pas très très grave. Hop. Donc l'échelle nous dit que le poids de 200 newtons est représenté par une flèche de 1 cm. D'accord. Sur Terre, on l'a vu, le poids n'est pas égal à 200 newtons, il est égal à, on le répète, 784 newtons. Donc 784 newtons, j'écris ici, ça correspond à combien de centimètres pour la flèche. D'accord. Donc là, produit en croix. Aussi simple que ça, produit en croix. Je vous rappelle, on prend la diagonale en premier, la diagonale dont on connaît les valeurs, et ensuite, donc on multiplie cette diagonale-là, et ensuite on va diviser le résultat de cette multiplication par la dernière case qu'on connaît. Donc ici, je vais faire 784 fois 1, divisé par 200, et ça me donnera le résultat ici que je dois mettre dans la case avec le point d'interrogation. D'accord. Donc je multiplie d'abord, et je divise ensuite. Voilà. D'accord. Donc on réalise le produit en croix. Deux points. Donc 784 fois 1 divisé par 200. Et ça nous donne le résultat suivant. 3, à peu près, on va dire à peu près 3,9 cm. D'accord. Donc la flèche qui représente le poids sur Terre est égale à 3,9 cm. D'accord. Donc je vais l'écrire. Voilà. Maintenant, on fait pour la Lune. C'est exactement la même chose, sauf que là, on va remplacer 784 par 128. D'accord. Donc je refais rapidement le tableau, proportionnalité, et on fera le produit en croix. Donc le produit en croix, c'est toujours le même. Enfin, c'est toujours le même. C'est toujours la même méthode. Donc d'abord la diagonale, on multiplie, et ensuite on divise. Et on trouve le point d'interrogation. Donc on multiplie en diagonale, et on divise en verticale. Donc on réalise le produit en croix. Voilà, donc on trouve à peu près 0,6 cm. Alors je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais bien entendu, multiplié par 1, on n'est pas obligé de l'écrire. 128 multiplié par 1, ça reste 128. D'accord. Et c'est pareil pour 784 multiplié par 1. On n'est pas obligé de le mettre le multiplié par 1. D'accord. Parce que c'est multiplié par 1. Bref. Donc, phrase de conclusion. La flèche qui représente le poids du bonhomme sur la Lune
sur la Lune mesure 0,6 cm de long. Voilà. Et du coup, on n'a plus qu'à les tracer directement sur les schémas, sur les dessins. D'accord? Bon, on va le faire tout de suite. Hop. Donc j'enlève ça. Alors, comment est-ce que je peux faire? Ah mais j'ai déjà fait, ah, j'ai oublié, j'ai déjà fait. Donc là vous pouvez voir ici le résultat en bas, oui voilà, alors voilà la correction. Donc là vous retrouvez exactement tout ce que je viens d'écrire à quelques petits détails près sur la copie ici. Donc vous voyez ici le premier tableau de proportionnalité avec le produit en croix, le résultat 3,9 cm. Deuxième tableau de proportionnalité avec le produit en croix encore 0,6 cm. Et voici le résultat lorsqu'on a tracé les flèches qui représentent le poids à la fois sur la Terre mais aussi sur la Lune. D'accord? Donc les flèches sont en rouge. Vous voyez que j'ai écrit force de gravité qui est égale au poids ici, et force de gravité qui est égale au poids ici aussi. D'accord? Chose importante, vous voyez que la flèche elle est dirigée vers le centre de la Terre. D'accord? C'est logique. La verticale, en fait, en réalité, enfin, le poids qui est représenté verticalement, se dirige vers le centre de la Terre. Hein, c'est toute la Terre entière qui attire le petit bonhomme, donc bien entendu, le poids est dirigé vers le centre de la Terre. Si le petit bonhomme était dessiné vers en haut, là, tout en haut, là, au niveau du pôle, alors la flèche serait aussi dirigée vers le bas, vers le centre de la Terre. D'accord? En réalité, la verticale sur la Terre, c'est simplement une droite qui est dirigée vers le centre de la Terre. D'accord? Donc, 3,9 cm cette flèche-là. Le point d'application de la force du poids, ici, sur le bonhomme, c'est le centre de gravité du bonhomme. Je vous l'ai déjà dit, le centre de gravité d'un être humain, c'est à peu près au niveau de son nombril. À l'intérieur du corps bien entendu, mais à peu près à la hauteur de son nombril, d'accord? Et pareil ici pour la Lune, on fait partir la flèche du centre de gravité à peu près du nombril du bonhomme, et on dirige pareil le poids vers le centre de la Lune. Alors là j'ai un petit peu mal dessiné là, c'est pas c'est pas dirigé vers exactement vers le centre de la Lune. Faites bien attention chez vous en corrigeant, il faut que la flèche soit bien dirigée vers le centre de la Lune pour le poids. Voilà, d'accord? Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur la correction de cet exercice-là. On va continuer rapidement sur... Je vais revenir rapidement sur la petite formule ici. Le poids d'un objet est égal à la masse de l'objet multiplié par la gravité de l'objet. Si je vous montre cette petite animation ici, alors attendez, vous n'allez pas la voir tout de suite. Normalement, là vous la voyez. Voilà, c'est bon. Donc si je vous montre cette petite animation. Donc qu'est-ce qu'on a à l'écran? C'est pas très compliqué, on a un ressort ici, d'accord, un ressort au repos, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'accroché sur ce ressort en bas. D'ailleurs vous pouvez voir la petite ligne bleue là en pointillé là, ça représente l'endroit où le ressort se termine quand il est au repos, d'accord. Donc c'est un ressort, tout ce qui est de plus normal, hein, d'accord. On peut accrocher à ce ressort là des masses. Par exemple ici j'ai une masse de 100 grammes que je peux prendre et que je peux accrocher ici au niveau du ressort. Et bien entendu lorsque j'accroche vous voyez que le ressort se tend, il se détend, enfin bref c'est un ressort. Mais c'est surtout ce que vous pouvez voir, c'est que, alors je vais arrêter le balancement, voilà, ce que vous pouvez voir c'est que le ressort s'est allongé, ici là. La flèche verte représente la longueur d'allongement du ressort entre sa position de repos, lorsqu'il n'y avait rien accroché dessus, et sa position de repos aussi, mais lorsqu'il y a un objet accroché dessus, d'accord. Et vous voyez que cette longueur là de la flèche verte représente du coup ce qu'on appelle l'allongement du ressort, c'est-à-dire de combien de centimètres c'est allongé le ressort lorsqu'on a accroché quelque chose dessus. Et là si je prends la règle, on voit que l'allongement du ressort il est à peu près égal à 10, 11, 12, à peu près 12 cm. Hein, c'est une règle graduée en centimètres. Donc là à peu près 12 cm pour lorsque j'accroche les 100 grammes. Maintenant, si j'accroche non pas 100 grammes mais 200 grammes, voilà, j'augmente un petit peu la taille de la masse, pardon, de mon objet. Voilà, 200... Ah, j'arrive pas à avoir 200 grammes pile. Bon bref, c'est pas très grave, on va dire 201. Donc quand j'accroche ma masse de 201 grammes, voilà, je vais arrêter de le faire balancer. Tac. On voit que l'allongement du ressort, cette fois-ci, il n'est plus de 12 cm, mais il est de... attendez, j'étais à combien de grammes? J'étais à 100 grammes? Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise. Je reprends 100 grammes. On va revérifier. C'est moi qui lis mal peut-être.
Voilà, 100 grammes. Je mesure la flèche verte. Elle fait... Ah oui, non, je me suis trompé, c'est pas du tout 12, excusez-moi. C'est 17. Voilà, 17 grammes. 17 centimètres, pardon. Je recommence. Donc, lorsque j'accroche une masse de 100 grammes au ressort, je vois que le ressort s'est allongé de 17 cm. D'accord. Maintenant, si je double la masse du ressort, donc je passe de 100 grammes à 200 grammes, cette fois-ci. Voilà. Hop, 200 grammes. J'arrête le balancement du ressort et je vois qu'il est passé de 17 à peu près 34 cm. Donc vous voyez que quand je double la masse de l'objet qui est accroché au ressort, je vais doubler la longueur d'allongement du ressort. Je passe de 17 à 34. Hein. 34 c'est le double de 17. Ok. Donc c'est bien ce qui, c'est bien comment dire, ce qu'on attendait. Hein. C'est-à-dire que lorsque j'augmente la masse d'un objet, son poids va être plus grand, il va être plus attiré par la Terre. Et donc si j'accroche une masse 2 fois plus grande, il va être 2 fois plus attiré par la Terre. Donc le ressort va s'allonger 2 fois plus. D'accord? Ça c'est quand on se trouve sur la Terre. Ok? Enfin, quand on se trouve sur la Lune, ça marche aussi de la même manière. Hein. Je veux dire, si on accroche un objet de 100 grammes sur un ressort situé sur la Lune, il va s'allonger bien entendu, mais il va s'allonger 2 fois moins que si j'avais accroché une masse de 50 grammes. D'accord? Donc c'est ça un petit peu ce que je voulais vous montrer avec le ressort, c'est-à-dire que ici, quand j'accroche que le poids d'un objet, dépend de la masse de cet objet-là. D'accord? Le poids ici va dépendre de la masse. Si je double la masse, alors je double le poids, et du coup le ressort va être attiré, enfin le ressort va être tendu avec une longueur 2 fois plus grande. D'accord? Maintenant, cette fois-ci, si je vais sur la Lune, alors je vais remettre mon poids de 100 grammes. Alors je remets mon poids de 100 grammes. D'accord? Attention, voilà. 100 grammes. D'accord? Mais là je suis toujours sur Terre. Maintenant si je me mets sur la Lune, quand je me mets sur la Lune, on voit que le ressort est moins attiré. Vous voyez que la petite flèche verte ici, elle est plus, la longueur n'est plus égale à 17 cm, elle est égale à 0,3-0,4 cm. Enfin non, 4 cm, pardon. Excusez-moi. Entre 3 et 4 cm. D'accord? Ça c'est... Alors sur la règle bien entendu. Hein. C'est une règle gardée en centimètres, je le rappelle. Hein. Donc comme on est sur la Lune va attirer moins fort le petit objet de 100 grammes ici. D'accord? Donc on voit le ressort, il est moins attiré. Maintenant si je vais sur Mars, si je vais sur Jupiter qui est la plus grosse planète du système solaire, d'accord? Si je vais sur Jupiter, on voit que ici le ressort s'allonge avec une longueur de 42 cm. D'accord? Donc là, sur Jupiter, la gravité est beaucoup plus forte que sur la Terre ou que sur la Lune, et donc le ressort va être beaucoup plus tendu. Donc vous voyez qu'en fonction de la planète sur laquelle on se trouve, le ressort va se tendre plus ou moins, d'accord, dû justement à la gravité de la planète, de l'intensité de la gravité de la planète. Voilà, c'est à peu près ça ce que je voulais vous dire. J'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à poser des questions sur soit en dessous de la vidéo, soit sur Pronote, d'accord, si vous n'avez pas très bien compris tout ce que je viens de dire. Hein. Même moi, je me suis un petit peu embrouillé. Bref, tout ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que quand vous calculez le poids d'un objet, il faut que vous connaissiez sa masse en kilogrammes, d'accord, et aussi il faut que vous connaissiez l'intensité de la gravité de la planète sur laquelle l'objet se trouve, d'accord. Suivant qu'on est sur Terre, sur la Lune ou sur une autre planète, l'objet ne va pas être attiré de la même manière, avec la même force, d'accord. Voilà, donc petit exercice supplémentaire. Alors, je me suis rendu compte que j'avais fait une bêtise en enregistrant la vidéo. Je vous avais expliqué rapidement l'activité, mais je vous l'avais pas projeté en fait. Donc je vais recommencer pour vous expliquer l'activité qu'il faut faire pour la prochaine fois, le petit exercice. C'est celui que vous voyez en ce moment. Donc vous avez plusieurs images ici qui représentent plusieurs situations différentes. D'accord? Vous avez un bonhomme, donc on va prendre la première situation ici. Vous avez un bonhomme à gauche qui est debout sur une balance, et donc sur un des deux plateaux de la balance à gauche, et vous avez une enclume qui est posée sur le deuxième plateau de la balance à droite. D'accord?
La petite flèche ici au milieu de la balance, elle est verticale, elle indique le haut, d'accord, elle est bien verticale, donc ça veut dire que les deux plateaux sont équilibrés. D'accord, si les deux plateaux sont équilibrés, ça veut dire que la masse du bonhomme à gauche est égale à la masse de l'enclume à droite. Je vous rappelle, une masse, ça s'exprime en kilogrammes, d'accord, et ça représente la quantité d'atomes, la quantité de matière dont un objet est fait, d'accord. À droite ici, sur la deuxième photo, vous avez toujours le même bonhomme, mais cette fois-ci, il est accroché à ce qu'on appelle un dynamomètre. Un dynamomètre, c'est ce que je vous ai montré, enfin, je vous ai montré le principe de fonctionnement du dynamomètre juste avant, je vais le remettre d'ailleurs. Un dynamomètre, c'est simplement ce que je vous ai montré ici, voilà, c'est un ressort en fait. Dans un dynamomètre, vous avez un corps en plastique transparent dans lequel il y a un ressort, et au bout de ce ressort, vous avez un crochet, comme ici en fait, auquel vous pouvez accrocher du coup des masses, des masses 100 grammes ou 200 grammes, ou en fonction voilà, de la masse, le ressort se tend plus ou moins, d'accord, en fonction de la masse que vous accrochez au ressort, d'accord. Sauf que dans un dynamomètre, en plus de ça, vous avez des graduations. Et ces graduations-là vous indiquent le poids de l'objet que vous avez suspendu au ressort du dynamomètre. Quand le ressort est tendu par exemple jusqu'ici, alors le ressort indique une certaine graduation. Une graduation en newton. Donc ça vous indique le poids de l'objet qui est accroché au dynamomètre. Si j'accroche un objet qui est plus lourd, le ressort va se tendre davantage et du coup il va s'arrêter sur une autre graduation. Une graduation qui sera un petit peu plus basse. D'accord ? Et donc il indiquera un poids plus grand. D'accord ? Des newtons plus élevés. D'accord ? C'est ça en fait un dynamomètre. Un dynamomètre, c'est simplement un ressort avec des graduations qui indiquent la force avec laquelle la Terre attire l'objet qui est suspendu au ressort du dynamomètre. Voilà, dynamomètre. Donc la deuxième situation, c'est un bonhomme accroché à un dynamomètre. Et bien entendu, ici, le dynamomètre indique une certaine graduation, il indique un certain poids. D'accord ? Deuxième situation, c'est la même que la première, sauf que cette fois-ci on se trouve sur la Lune. Il y a toujours le bonhomme, il y a toujours l'enclume sur la balance est toujours équilibrée. Le bonhomme à droite est toujours suspendu au dynamomètre aussi, mais bien entendu, ce qui est écrit dans les cases ne va pas forcément être la même chose que pour la première situation lorsqu'on était sur Terre. D'accord ? Donc, troisième situation cette fois-ci, on retourne sur la Terre, mais le bonhomme a revêtu sa combinaison spatiale. D'accord ? Première image sur la balance, deuxième image sur le dynamomètre. Et enfin, dernière situation, vous avez toujours le bonhomme sur la balance et l'enclume, mais cette fois-ci, on est sur la Lune, et il a revêti aussi sa combinaison spatiale. D'accord ? Le but de l'exercice, ça va être de compléter les petites cases ici avec les pointillés à l'intérieur. D'accord ? Les petites cases, en fait, elles indiquent plusieurs choses. Soit elles indiquent une masse, soit elles indiquent une force. D'accord ? Pour vous aider, vous avez ici les nombres qu'il faudra compléter au niveau des cases. Par exemple, vous avez des nombres qui sont en kilogrammes, 80 kg par exemple, ça représente une masse. Et 1470 newtons, ici, ça représente une force. Donc si vous avez bien compris, les masses et les forces, vous n'allez pas les écrire n'importe où dans les cases sur les images. Je vous rappelle que la balance mesure une masse et le dynamomètre mesure une force. D'accord ? Donc déjà ça va vous aider un petit peu à compléter les cases. Donc vous avez deux manières de faire. Soit vous calculez pour compléter les cases, soit vous calculez le poids du bonhomme, par exemple, pour compléter cette case-là. Vous pouvez calculer le poids de ce bonhomme-là, c'est ce qu'indiquera le dynamomètre. Le poids, bien entendu, avec la formule qu'on a vue, P égale M fois G. La masse du bonhomme, c'est toujours 80 kg. Et le petit g qui représente l'intensité de la gravité, c'est 9,8 ici parce qu'on est sur Terre. D'accord ? Voilà. Ou alors vous pouvez faire par élimination. D'accord ? Il y a des cases que vous pouvez remplir sans faire aucun calcul, et par élimination, vous pouvez toutes les remplir en fait. D'accord ? Donc c'est pas très compliqué. Il suffit de réfléchir un petit peu. Voilà. Pour information, si vous voulez calculer le poids du bonhomme à chaque fois, la masse du bonhomme c'est 80 kg, ça ne change pas. Et la masse de la combinaison spatiale ici, c'est 70 kg. Voilà. Une fois que vous avez complété toutes les petites cases ici, vous pouvez ensuite compléter, faire la deuxième partie de l'exercice où il faut entourer les bonnes réponses. Par exemple, vous avez 1, 2, 3, 4 propositions
Ici, la première proposition dit que la masse d'un corps ne varie pas lorsque ce corps voyage de la Terre à la Lune. Il faut entourer soit varie, soit ne varie pas. D'accord? Il faut entourer la bonne réponse. Et vous avez un petit vrai-faux ici. Pareil, le poids d'un corps dépend de la masse de ce corps. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Il faut entourer la bonne réponse, etc., etc. Donc voilà. Et ce sera tout pour la prochaine fois. D'accord? Donc, réfléchissez bien avant de remplir les cases. Faites-le au crayon papier si vous le souhaitez. C'est pas très compliqué, vous allez voir. Je vous dis du coup à la prochaine fois pour la correction.